Et on accueille maintenant Alexandre Baradès, chef analyste chez IG. Bonjour Alexandre. Bonjour. On parle beaucoup depuis quelques jours des marchés obligataires, des marchés de taux. À quoi faut-il s'attendre selon vous pour changer un petit peu des marchés actions? Alors on a, si vous faites de le souligner, de commencer par ça, parce que finalement ce qui se passe depuis quelques heures, quelques jours maintenant, c'est surtout un mouvement sur le marché actions. Finalement, on voit que la volatilité qui explose dans très peu de temps concerne que le marché actions. Sur les taux qui ont quand même un petit peu précédé l'accélération de la volatilité sur le marché actions. Les taux sont stabilisés ces dernières heures. Le taux 10 ans US qui montait à 2,80, 4,85, même un peu au-delà, quasiment 2,90, est retombé, vous voyez, aujourd'hui autour de 2,70, 2,75. Donc il n'y a pas de mouvement à court terme extrêmement puissant. Là, je parle par rapport à ce qu'on voit sur le marché actions, extrêmement fort, mais en revanche, on a quand même, et ça il faut le rappeler, ces taux qui étaient, notamment, je prends le 10 ans français par exemple, qui était à 0,6% à la mi-décembre et qui est venu chercher au-delà de 1%, qui est venu chercher l'1% depuis quelques jours. Donc c'est pas tellement le niveau qui est impressionnant, c'est la vitesse avec laquelle, en l'espace de quelques jours, quelques semaines, les taux se sont redressés. Et ça a créé le climat qui justifie aujourd'hui ce qu'on voit actuellement sur le marché action, qui est certes quand même très violent, mais ça a créé l'environnement de stress, on va dire, et de l'environnement permettant aussi au marché d'apprécier un peu mieux la possibilité qu'auront les banques centrales cette année de durcir un peu le ton. Et ça fait déjà quelques semaines que cet environnement c'est un petit peu durci, et les bons chiffres US qu'on a eu également la semaine dernière avec la question des salaires notamment, ça a lifté les taux, et ça effectivement le marché action se dit bon, plus les chiffres sont bons côté US, finalement ça devient maintenant, je ne dis pas que ça va être durable, mais ça devient, ou c'est devenu en tout cas rapidement un argument pour commencer à vendre et prendre ses gains, parce que des salaires plus élevés vers une inflation qui progresse veut dire des bénéfices également d'entreprises un peu moins bons, des marges un peu plus réduites, avec une politique monétaire peut-être moins accommodante, sûrement moins accommodante en 2017. C'est un cocktail généralement qui place peu au marché action. Puisque vous parlez des banques centrales, l'arrivée de Jérôme Powell à la tête de la Fed, ça change quelque chose? En tout cas, c'était salué comme il se doit par le marché, c'est le moins qu'on puisse dire. Et est-ce que ça change quelque chose? Disons que ça change. À moyen terme, je ne pense pas fondamentalement les choses. Powell, on rappelle quand même que c'est un petit peu, je ne vais pas être un copie conforme de Yellen, il est un peu moins accommodant que Yellen, mais c'est pas pour autant un faucon. Il y a eu certains noms qui ont été évoqués à un moment donné à la succession de Yellen, il y avait des faucons là-dedans. Powell n'est pas un faucon. Il est un peu moins accommodant, il est plus favorable à une dérégulation bancaire, mais on ne peut pas justifier que ce marché ne chute que parce que Powell arrive. Powell était déjà connu depuis déjà plusieurs semaines par le marché. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ou est-ce que ça change quelque chose pour le marché? Je pense en tout cas qu'il hérite d'une situation bilancielle de la Fed qui est assez exceptionnelle. Il hérite d'une situation avec des marchés actions qui ont grimpé sur des niveaux plus de 40% de hausse pour le Dow Jones depuis l'élection de Trump. Et le mois de janvier, on se pose des questions sur la phase de baisse actuelle. Mais il faut aussi regarder ce qui s'est passé, ne serait-ce qu'au mois de janvier par exemple. La hausse a été stratosphérique en quelques semaines, sans aucune raison particulière. Donc la correction est à la mesure de ce qu'on voit là. Powell, j'ai envie de dire, c'est quand même plutôt un bon compromis pour la Fed, parce qu'il ne va pas être trop dur non plus en termes de politique monétaire. Il ne peut pas, quand il se passe sur le marché, il ne peut pas durcir, parce que le redressement des taux que l'on voit, le 10 ans, qui est passé de 2 à 2,8 en l'espace de quelques mois également, ça équivaut déjà à l'équivalent d'un resserrement monétaire supplémentaire. Donc je pense qu'il y aura effectivement 3 hausses de taux très probables cette année. Certains parlent de 4 hausses de taux, mais je ne pense pas qu'on assiste à quelque chose de subitement beaucoup plus raide en termes de politique monétaire. Ce serait surprenant. Et du côté de la BCE, il y a quelque chose à retenir des déclarations hier de Mario Draghi devant le Parlement européen? Oui, une déclaration qui est que finalement il ne change pas son fusil d'épaule et que malgré le niveau de l'euro touché à 1,25, Draghi reste quand même positif pour la zone euro. Et je pense que c'est ce qu'il faut retenir aussi pour le marché action. Je ne dis pas qu'il faut acheter au niveau actuel dans l'immédiat, mais un investisseur, attention par contre, un investisseur de moyen terme, déjà à 5005 le niveau n'était pas catastrophique, là à 5000 points ou à 5200 points, ça reste je pense pour un moyen terme de très bons niveaux d'entrée, et si on passe sous les 5000, je pense que ce sera encore des niveaux meilleurs, parce que l'environnement macroéconomique en zone euro est tout à fait favorable, les indices de confiance sont bons, l'euro pour l'instant se stabilise un peu à 25. Donc Draghi, je pense, a raison de répéter ces messages de confiance dans la zone euro. Il l'indique, la reprise est là, la reprise est solide, la reprise est généralisée, broad-based, pour prendre ces termes, donc très très globale aux différents pays de la zone euro. Donc ce
Ce qui fait baisser aussi le marché action, c'est le fait que l'euro soit redressé assez vite, mais ça y est, ça commence à être intégré par le marché maintenant. Donc finalement, Draghi, il serait surprenant que Draghi devienne beaucoup plus agressif que ça. Au contraire, il envoie des messages de confiance sur l'économie. Il n'indique pas pour autant que la politique monétaire va changer à très court terme. Il essaie de donner un maximum de visibilité sur ces changements par rapport à la fin du QE, par rapport à ce qu'on peut peut-être qualifier de short tapering à la fin du QE, à savoir des achats d'actifs qui se prolongeront peut-être encore un petit peu jusqu'à la fin de l'année, pas de hausse de taux avant 2019. Donc c'est pas là l'environnement, en tout cas anxiogène, qui justifie que l'on ait des marchés qui chutent pendant 3 ou 4 mois. En revanche, la phase très volatile qu'on connaît actuellement est aussi en grande partie liée à ce qu'on voit sur les US. Regardez, le Japon a baissé de la même manière, la Chine a baissé également. Ce sont les US la motrice pour l'instant de ce mouvement-là, mais sur les fondamentaux européens, en revanche, je ne suis pas du tout inquiet pour les tendances moyen terme du CAC 40. Et sur le marché des matières premières, vous pensez qu'ils sont quand même très élevés, on va se maintenir à ces niveaux? J'ai vu que le pétrole avait chuté, mais ce matin, ça avait l'air de se stabiliser. Oui, c'est quand même très stable. Il faut quand même bien souligner que ce qu'on voit sur le marché action est pour l'instant très isolé. Regardez le dollar index, qui est l'évolution du dollar par rapport à l'euro, la livre, au yen. Le dollar index est quasiment stable. L'once d'or, qui est un repère habituel de marqueur de risque, il est presque flat depuis 3-4 jours. Il oscille d'une dizaine de dollars, ce qui est très inhabituel. Et les matières premières, le pétrole également, qui a beaucoup progressé, ça, c'est ce qui explique aussi que le marché action puisse corriger, parce que ça, c'est un facteur d'inflation moyen terme. Mais en revanche, est-ce que je suis négatif sur les matières premières et autres? Non, du tout. Je pense qu'il y a eu peur des petits pullbacks sur le pétrole, qu'on peut retomber vers 60 dollars. Mais je pense que le pétrole va continuer à progresser dans les mois qui viennent. Je parle pour le baril US. Il y a des niveaux techniques, il est à 68, 69 dollars, des retracements techniques de 50% de toute la baisse de 2014 à 2016. Je pense que ces niveaux seront touchés dans les mois qui viennent par le pétrole. Donc non, je pense qu'on est vraiment dans des phases de pullback sur l'énergie. Et je reste positif sur les commodities, on le rappelle, qui se sont littéralement effondrés entre 2014 et 2016, 2015. Donc on est vraiment dans un très gros creux, et pour l'instant on tente de sortir un peu de ce creux-là. Donc ça laisse contraire du potentiel, et je ne suis pas du tout négatif sur les commodities, pas du tout. Et quels sont les enjeux des prochains jours au niveau macroéconomique? Je pense notamment à la Banque centrale d'Angleterre. Oui, ça c'est en plein dans le sujet. C'est-à-dire qu'on est effectivement dans des marchés actions qui alors, on ne peut pas dire que ce ne sont que les banques centrales qui font bouger le marché actions, mais l'environnement qu'on a eu, le bruit qu'on a eu ces dernières semaines a été très tourné vers la Banque centrale. Et cette semaine, vous l'avez dit, il y a la Banque d'Angleterre. Et la Banque d'Angleterre, on l'a surveillée parce qu'on a d'un côté des négociations Brexit qui avancent, mais de manière très lente. Il y a cette révolte au sein des conservateurs britanniques. On sent bien qu'ils sont très divisés entre d'un côté le camp Theresa May pro soft Brexit et certains qui voudraient un hard Brexit, quelque chose qui soit beaucoup plus clivant avec la zone euro et beaucoup plus visible en termes de séparation. Et donc, que peut faire Carney? D'un côté, il y a l'inflation qui progresse, mais de l'autre, il y a une économie complètement molle qui n'accélère pas, et il va devoir composer avec ça. Donc, le risque, c'est quoi? C'est que si Carney, son message de jeudi, le message de la Banque d'Angleterre, est perçu comme un peu, enfin pas assez accommodant ou un peu trop orienté vers les prochains relèvements de taux dans un contexte où le marché est déjà fébrile et où la volatilité est déjà présente, ça peut rajouter à court terme de l'huile sur le feu. Voilà, je pense que le risque il est là, mais en revanche je ne pense pas que Carney envoie un message hyper agressif non plus. Mais simplement le marché, on le voit, travaille sur quelques mots, quelques phrases, et après il y a des réactions très techniques, des algorithmes qui accélèrent les mouvements et autres, des stops qui lâchent, donc évidemment ça catalyse tout ça, mais les premiers catalyseurs, c'était les bons chiffres US, l'augmentation d'énergie, des salaires, le discours moins accommodant des banques centrales. Si Carney met sa pierre à l'édifice de ces banques centrales qui changent un petit peu de ton, ça peut continuer à entretenir ce schéma volatile pendant quelques temps encore. Mais en revanche, pour terminer là-dessus si vous voulez, je ne suis pas en revanche moyen terme négatif sur l'Europe. Quels seraient les arguments pour rester vendeur long terme sur l'Europe? Les PE ne sont pas très élevés, l'environnement est là, l'euro commence potentiellement à se stabiliser à 1,5 et peut même redescendre vers les 1,20. La BCE reste accommodante. Je ne vois pas réellement de facteurs très stressants dans les mois qui viennent. Si vous deviez arbitrer Europe-États-Unis? Europe. Très très clairement, surtout sur les niveaux actuels. Parce qu'aux États-Unis, vous pensez qu'il y a... Il y a une surperformance en 2017, il y a une surperformance en début d'année également, au mois de janvier. Donc oui, clairement, l'Europe, surtout qu'on a l'impression, je me trompe peut-être, mais que l'Europe est aussi freinée pour l'instant, et des indices comme le MIB italien qui semble bien représenter ça, on est bloqué par des échéances politiques. L'élection italienne en mois de mars, la coalition allemande qui avance toujours pas, qui avance progressivement, et le MIB italien, voilà, lentement. Le MIB italien est coincé sur un niveau technique, sous deux gros niveaux techniques formés sur plusieurs années. Mon sentiment, c'est que pour l'instant, on consulte là-dessous. Dès qu'on va chercher ces niveaux-là, et je pense qu'on les cherchera cette année,
là il y aura un vrai signal aussi. Donc en fait je suis en train de commencer à surveiller des signaux. Je ne dis pas qu'il faut, encore une fois, il y a plusieurs façons de trader le marché. Moi j'aime bien les stratégies de momentum, les stratégies d'accélération. Donc tant que ça corrige, pour ceux qui veulent chercher pour entrer moyen terme, c'est positif. Ceux qui attendent en revanche des signaux de reprise de tendance haussière pour se dire ça y est, là ça repart, pour moi c'est encore un peu tôt sur le niveau actuel. Donc j'attendrai des signaux de retour vers les niveaux précédents. Et là je pense qu'on a de très bons signaux. Long CAC vers les 6000, le MIB qui explosera à la hausse, l'IBEX qui accélérera. Il y aura toute une série après de phases d'accélération et peut-être que les échéances politiques, l'après-échéance politique, commencera à favoriser cet environnement-là. Juste une dernière question, puisqu'on l'a évoqué ce matin avec Marc Toiti lors de la première interview. Pour vous, il y a un risque d'un second shutdown aux États-Unis? Alors, entre le risque et la réalité, et on verra ce qu'il en sera, mais le risque, oui. Pourquoi? Parce que vous voyez que Trump, encore hier sur un tweet, alors c'est du Trump, on sait maintenant qu'il y a énormément de différences entre l'aspect public et les négociations entre les partenaires, etc. Donc il y a beaucoup de bruit, souvent pas grand-chose in fine. Mais là, on voit qu'avec les démocrates, en gros, c'est soit il y a une politique sur l'immigration qui va plus loin, un mur qui est construit, une politique qui va au-delà de la régularisation des DACA, et Trump validera, soit les démocrates ne veulent pas ça, ne veulent pas d'un mur, ou veulent d'un mur à minima, et là effectivement il y a un risque de blocage, de shutdown. Donc oui, en plus les agences de notation sont à l'affût. Vous avez vu Moody's hier, c'est assez rare quand même, Moody's qui est aussi, qui indique voilà, s'il y a incident de paiement sur la dette, référence évidemment à un possible shutdown, ce sera considéré comme un événement de crédit. Les événements de crédit, on en parle généralement pour les émergents qui font, vous voyez, le Venezuela ou autre. On parle rarement d'événements de crédit pour les États-Unis, c'est un mot quand même c'est un gros mot. Hein. Donc ça ne veut pas dire que ça va avoir lieu, mais ça veut dire que les agences sont à l'affût. Ça participe à ce contexte de nervosité. Tant que cette échéance, vous voyez, sur l'immigration n'est pas passée, ça peut entretenir encore quelques temps cette volatilité, parce que là, s'il y a shutdown, les agences vont se manifester très probablement. Si ça génère des problèmes sur la dette, ça veut dire dégradation derrière. Donc voilà, toute la musique négative qui ne plaît pas en général au marché. Merci beaucoup Alexandre Baradez, chef analyste chez IG, pour votre analyse des marchés. Plaisir.